Alors bonjour et bienvenue à ce workshop Mythes et réalité autour de l'usage de la data. Donc, je suis Lionel Cherpin, je suis dirigeant et fondateur de Empiric, qui est une agence de marketing digital et de web analytics. Donc, cette donnée, on utilise énormément cette donnée au quotidien pour booster la performance des sites de nos clients, en termes de trafic, en termes de chiffre d'affaires, en termes de conversion et de lead. Et cette donnée, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Elle est présentée comme le nouvel or noir. Si on tape la recherche données nouvel or noir sur Google, on a plus de 400 000 résultats qui ressortent. Pas une semaine sans qu'un grand média en fasse l'apologie de ce pétrole du 21e siècle, aussi bien au niveau de la donnée que des sujets qui lui sont afférents, type DMP, CDP, Big Data ou Marketing Automation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la promesse de cette donnée est particulièrement alléchante, notamment pour les fonctions marketing. Donc c'est l'essentiel de ce workshop. On va traiter de l'application de la donnée au niveau marketing, sachant qu'elle peut avoir évidemment d'autres usages au sein de l'entreprise. Alors la promesse de cette donnée, elle est effectivement particulièrement belle. Un projet data marketing va se constituer de plusieurs étapes. La première phase, c'est la phase de collecte, c'est-à-dire que... Ça marche. La phase de collecte qui va permettre d'améliorer la connaissance client et la connaissance prospect. Donc pour ce faire, en fait, on va collecter plusieurs sources de données. On a la première catégorie de sources de données, c'est la donnée first party. C'est la donnée que l'entreprise va collecter, la donnée analytics, la donnée CRM. Et le simple fait de déjà mettre ces deux sources de données en perspective va présenter énormément d'intérêt pour l'entreprise. Par exemple, en affichant sur un site web les coordonnées d'un commercial avec qui on a été en contact dans une visite en magasin. La deuxième source de données qu'on va utiliser et qui vont enrichir les données first party, ce sont les données second party, c'est-à-dire les données qu'un partenaire va accepter de partager avec votre entreprise. Pour illustrer cet exemple, on va prendre l'exemple d'une compagnie d'assurance qui va nouer un partenariat avec une société de déménagement. Et cette société de déménagement va alimenter la DMP Data Management Platform. Je viendrai expliquer par la suite le principe de cet outil. Va fournir les données va partager ces données de simulation de déménagement sur le site web. Et la compagnie d'assurance, par la réconciliation des cookies, va être en capacité d'identifier quels sont les assurés de cette compagnie qui sont dans la perspective d'un déménagement. Et on sait que dans le domaine de l'assurance, le déménagement est un moment de vie à risque de départ d'un client. Et si la compagnie d'assurance a cette information la plus tôt possible dans le processus, elle va pouvoir déclencher des actions préventives type mail ou appel téléphonique. On a une troisième catégorie de sources de données qui vont venir enrichir les données first party, c'est ce qu'on appelle les données third party. Donc, c'est-à-dire des données qui sont mises à disposition par des organisations dont le métier est de collecter des données sur les profils des internautes et de les mettre à disposition des entreprises. On a ce qu'on va appeler les data onboarders, type Temelio, Axiom, ou également tout ce qui est open data. Donc déjà, la première phase, le fait de pouvoir réconcilier plusieurs sources de données va permettre à l'entreprise d'améliorer de façon très importante sa connaissance client et sa connaissance prospect. La deuxième phase, c'est la phase d'agrégation. On va pouvoir centraliser cette donnée qui est historiquement organisée en silos, puisque les données first party vont être d'une part dans les outils analytics, d'autre part dans les données CRM, mais également toutes les données des campagnes publicitaires vont être diffusées, exploitées au sein d'autres supports. Donc on va pouvoir centraliser l'ensemble de cette donnée au sein ce qu'on appelle un data lake, qui est un lac de données, et à partir duquel une DMP, Data Management Platform, va permettre de réconcilier les parcours, de créer des segments d'audience, de pouvoir profiler l'internaute, le scorer, et mettre à disposition cette donnée sous forme d'API ou d'export aux canaux d'activation.
Donc ça, c'est le principal usage des approches data marketing, c'est de pouvoir personnaliser l'ensemble de son dispositif digital en fonction d'un comportement d'internaute, en fonction de son profil. Premier cas d'usage très simple, je personnalise ma page d'accueil en fonction d'une visite en magasin. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on va mettre en avant les coordonnées d'un commercial avec qui on a été en contact. On peut également personnaliser la page d'accueil, par exemple sur un site e-commerce de vente de vêtements. Si on reconnaît que l'internaute visiteur, évidemment il n'est pas logué, est une femme, on va afficher les vêtements féminins et l'inverse pour les hommes. On va pouvoir également personnaliser ces campagnes publicitaires, ces bannières, en fonction de ses comportements et profils. L'autre intérêt en termes d'activation, c'est de pouvoir déclencher et d'automatiser ces campagnes publicitaires, non pas de façon déclarative comme c'est fait habituellement, mais là en fonction du profil et du comportement des internautes. La dernière phase, c'est la phase de mesure. On va pouvoir évidemment, via les outils analytics, les outils d'attribution, mesurer le ROI de ces investissements. L'intérêt pour l'entreprise, et cette promesse est effectivement particulièrement intéressante, ce qui se passe. Ça l'a fait tout à l'heure ? Comment ? Merci. Donc sur les deux premières phases, l'intérêt pour l'entreprise, ça va être de constituer un capital de données, de pouvoir centraliser cette donnée et de la valoriser auprès de tiers. Si une entreprise comme Uber est valorisée plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est grâce à sa capacité d'agréger des données extrêmement intéressantes sur les déplacements des internautes. La force de Google, évidemment, ça a été également cette capacité de centraliser plusieurs sources de données au travers de ces différents services pour pouvoir derrière les mettre à disposition de ses propres canaux publicitaires. Donc là, l'intérêt pour une entreprise, c'est de se constituer un capital data qui va pouvoir lui permettre d'être valorisé de façon plus importante. Le deuxième intérêt, et c'est évidemment l'intérêt principal, c'est le gain de temps et le gain d'argent, parce qu'on va améliorer le taux de conversion, on va optimiser le coût d'acquisition, et on va gagner du temps en automatisant un certain nombre de tâches. Donc cette promesse, effectivement, des démarches data marketing est particulièrement intéressante, notamment parce qu'elles vont se situer sur l'ensemble du cycle de vie du client. La première phase, c'est la phase d'acquisition. Donc on va pouvoir réduire les coûts d'acquisition, améliorer le taux de conversion. Réduire les coûts d'acquisition tout simplement parce qu'on va investir sur des clients à potentiel, parce qu'on a été en capacité d'identifier qu'ils avaient une catégorie socio-professionnelle particulièrement intéressante. On va aussi éviter de recibler ces internautes. Ça nous énerve tous quand on a fait un achat, de recevoir derrière encore des emails ou des bannières de remarketing. Grâce à une DMP, on va même être en capacité d'identifier une vente offline pour adapter les canaux de diffusion online. Deuxième intérêt, c'est l'amélioration de la fidélisation et de la valeur client. On va pouvoir améliorer le cross-selling en fonction, encore une fois, du comportement de l'internaute que l'on a détecté et améliorer sa valeur en développant les ventes. On va pouvoir également réactiver des internautes, entre guillemets, dormants, qui sont inactifs sur une marque et pourtant qui présentent un potentiel commercial intéressant. Troisième phase, c'est la phase de départ du client, qu'on appelle phase d'attrition ou de churn, avec la capacité, grâce à une DMP, d'identifier les cas où l'internaute est sur le point de quitter ou de rompre un contrat et de déclencher des actions préventives. Je vais illustrer ce point par un cas d'usage très simple. J'ai Victor qui souhaite résilier son abonnement téléphonique. Il utilise son moteur de recherche préféré. Il tape résiliation abonnement plus le nom de l'opérateur que vous souhaitez choisir. Je vous laisse le choix. Et ensuite, il arrive sur un blog qui fournit les explications pour la résiliation, qui est partenaire, en fait, second party data de cet opérateur. L'internaute va consulter le blog en mode anonyme, il ne se logue pas du tout. Et comme cette donnée, ce blog-là la met à disposition de l'opérateur via une DMP,
le cookie, donc le matching de cookies, donc le cookie étant la pierre angulaire, on va faire un matching de cookies avec l'ID CRM, et du coup la DMP va reconnaître un client qui est fidèle depuis 10 ans, qui dispose d'un abonnement tel et fibre au sein de cet opérateur, qui a également 3 autres personnes qui sont abonnées dans la famille. Donc c'est un client qui a une valeur élevée pour cet opérateur, et il semble assez proche du départ, puisqu'il a visité 3 fois le blog en une semaine. Donc l'opérateur décide de déclencher une action préventive avec un appel du call center qui va proposer une remise sur l'abonnement et proposer également l'achat d'un nouveau smartphone. Et auquel cas, il réussit à retenir l'internaute dans ses clients. Donc cette promesse, elle est effectivement particulièrement intéressante, on nous vend un peu du rêve, sauf que dans les faits, cet or noir, il commence aussi à être un peu décrié par les annonceurs. On a eu récemment un article du Journal du Net qui exprimait un certain nombre, qui présentait un certain nombre de cas clients où les projets DMP ont été abandonnés pour plusieurs raisons. L'annonceur qui a des objectifs ambitieux mais pas de données, notamment ces fameuses données first party, qui sont un élément fondamental et le socle d'une stratégie data marketing. Si on n'a pas de données first party, on va être obligé d'aller en chercher à l'extérieur avec des risques de difficulté de réconcilier ces données-là avec ces données d'audience sur le site. L'annonceur qui n'était tout simplement pas prêt et l'annonceur qui n'en avait finalement pas besoin. Comme si la DMP, c'est un peu comme la Rolex à 50 ans. Il fallait l'avoir, donc on le fait, mais on n'avait pas forcément bien identifié les besoins. Cet or noir, il est également décrié par les internautes. Alors, je vais vous passer une petite vidéo pour justement vous illustrer. Pardon. Attendez, voilà. On va reprendre les anciens, je ne sais pas où elles sont. On va un peu bricoler avec... Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de série américaine en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre LN78, contactez sur un site de rencontre qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur internet à moins 20%. Pourquoi accepter un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Le moteur de... On va essayer comme ça. Sur les côtés là. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de série américaine en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre LN78, contactez sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur internet à moins 20%. Pourquoi accepter un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Donc là, comme l'illustre cette vidéo de Quant, qui est un moteur de recherche qui se positionne sur le créneau de la vie privée et qui espère obtenir un jour 7% de part de marché dans l'utilisation des moteurs de recherche en Europe, pour l'instant qui a un peu de difficulté par rapport à Google, on voit bien aujourd'hui que derrière les belles promesses qui sont affichées, on est face à des contraintes, des problématiques qui sont très importantes et qui peuvent empêcher qui peuvent faire en sorte que cette nouvelle Eldorado se transforme en cauchemar. Donc la face cachée de ce nouvel or noir, elle va se situer déjà sur une dimension stratégique en termes de méthodologie, en termes d'objectifs, et c'est ce que l'article du Journal du Net illustre bien. On a également la problématique du monopole des GAFA dans la collecte de la donnée, et aujourd'hui, et leur position de juge et partie au niveau des outils de mesure, avec par exemple
Google Analytics, qui est la solution de web analyse la plus utilisée au monde, avec d'évidents problèmes d'indépendance par rapport aux publicités qui sont diffusées sur le réseau Google. On a une problématique technique autour de la qualité de la donnée, et notamment de cette donnée first party, qui n'est pas toujours fiable dans le temps également, à partir duquel il est pourtant fondamental de construire ces stratégies data marketing. On a la question de la réconciliation des parcours cross-canaux, qui est également une composante extrêmement importante, parce que les parcours aujourd'hui d'achat sont extrêmement complexes. Et on a enfin une dimension éthique et juridique avec une défiance de plus en plus forte des internautes, comme l'illustre très bien la vidéo de Quant, et la perspective du RGPD, qui est d'ailleurs une réponse à la défiance des internautes par rapport aux pratiques publicitaires. Donc le programme de ce workshop, j'y arrive enfin, c'est justement de vous présenter les différentes problématiques, les différents écueils qui sont inhérents à un projet data marketing. L'ambition de ce workshop, ce n'est pas de vous présenter de façon exhaustive la méthodologie de data marketing, de vous présenter ce qu'est le RGPD dans son ensemble, c'est d'éveiller vos consciences sur des enjeux data qui sont extrêmement importants à prendre en compte, parce que si on ne les a pas en tête, il est extrêmement probable que le projet de data marketing que vous allez mener se transforme en flop. Donc c'est l'ambition de cette conférence, c'est de vous sensibiliser sur ces dimensions et de vous fournir aussi quelques conseils évidemment. Alors sur le premier sujet, on est sur le sujet du RGPD, donc je vais l'expliquer, c'est le règlement général sur la protection des données qui sera appliqué à partir de mai 2018. Alors, qui est concerné? Les entreprises du monde entier, donc ça veut dire que le RGPD concerne Google et Facebook qui traitent des données personnelles de citoyens européens. Qu'est-ce qui est risqué? Je reviendrai bien évidemment, je vais vous expliquer les grands principes. Quels sont les risques en cas d'infraction au RGPD? L'amende peut être salée puisqu'elle peut représenter 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Pour information, aujourd'hui, l'amende de la CNIL en cas de non-respect des pratiques de protection de la vie privée est de 150 000 euros. Donc là, le montant de l'amende montre la motivation du législateur à combattre les stratégies de collecte de données personnelles qui ne respectent pas le droit et le respect de la vie privée. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que le RGPD a été initié dans un contexte de forte tension entre l'Union européenne et les GAFA par rapport à des situations de position dominante et également par rapport à des problèmes d'évasion fiscale. Et c'est évidemment les GAFA qui sont pas principalement, mais extrêmement concernés par les problématiques autour du RGPD. Alors, quelles sont les données concernées? Il va s'agir de l'ensemble des données personnelles qu'une entreprise détient. Première source de données, ce sont les données internes. Donc, tout ce qui est registre du personnel, contrat de travail, données médicales. Et ensuite, les données clients. C'est particulièrement ce qui va nous intéresser dans le cadre d'une démarche data marketing. Donc, évidemment, tout ce qui est données nominatives, coordonnées, catégories socio-professionnelles et historiques d'achat. Alors, quels sont les grands principes du RGPD? Premier principe, c'est le principe de consentement et de transparence. C'est-à-dire qu'une entreprise ne pourra collecter des données personnelles que si un individu y a consenti de façon explicite. Donc ça, c'est un des premiers critères qui est extrêmement important. Deuxième important, c'est la question de la proportionnalité et de la finalité de traitement. Et là, pour le coup, qui intéresse énormément et qui impacte énormément les stratégies data marketing. C'est-à-dire que la collecte de données doit se limiter à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. C'est-à-dire que si vous récupérez la date d'anniversaire d'un internaute, il faut justifier son utilisation. Si c'est pour fournir cette donnée à des tiers qui, typiquement les solutions et les sources de données third party, les data on-border, pour qu'ils puissent derrière collecter énormément de données, là on sera dans un cas d'infraction par rapport au RGPD. Troisième point, c'est la question du privacy by design. C'est-à-dire que les logiciels de collecte de données devront intégrer en natif le respect de la vie privée et par défaut. Quatrième critère, c'est le critère d'accès à la donnée. Chaque utilisateur disposera d'un droit d'accès
un droit de rectification, un droit de suppression et un droit de portabilité à ces données personnelles. Sur la question de la sécurité, les entreprises auront aujourd'hui, en cas d'infraction, vol de données, fuite de données, 72 heures pour informer les autorités compétentes, ce qui n'était pas du tout le cas aujourd'hui, pour éviter des cas où quelques semaines, quelques mois, quelques années après, on soit informé, par exemple, que Yahoo a été piraté de 500 millions d'adresses mail. Il y a la question de la co-responsabilité, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de la chaîne de la collecte de données personnelles seront tenus comme responsables en cas de fuite, c'est-à-dire l'entreprise, mais également tous les logiciels de collecte de données, les outils CRM, seront potentiellement considérés comme responsables en cas d'infraction. On a l'obligation de nommer un Data Protection Officer pour les entreprises qui collectent des données personnelles. Donc le Data Protection Officer, il sera chargé de recenser les données personnelles, de cartographier potentiellement les risques par rapport aux problématiques de respect de la vie privée, de prioriser les actions et ensuite de documenter les processus, d'être capable de montrer en cas de contrôle auprès des autorités compétentes que l'entreprise est conforme aux grands principes du RGPD. Dernier point, c'est la question de la territorialité de la donnée. C'est-à-dire que une entreprise, les données ne pourront pas être hébergées hors de l'Union européenne, sauf si le pays en question garantit un niveau de protection équivalent à celui du RGPD. Donc ça pose question par rapport évidemment aux nombreux outils en mode SaaS d'origine américaine qui vont héberger les données hors de l'Union européenne. Les impacts sur les démarches marketing, premier lieu, c'est évidemment tout ce qui est la collecte de données personnelles via un CRM, la question du consentement et la question de la finalité de traitement. Aujourd'hui, il faudra être en capacité à la fois d'être extrêmement transparent auprès des internautes sur les données personnelles qui sont collectées et sur leur finalité de traitement et être en capacité de le démontrer auprès des autorités compétentes. Donc ça veut dire, mais aujourd'hui on n'a pas de certitude absolue par rapport à cette question-là. Par exemple, que les bandeaux CNIL s'affichant sur les sites web deviennent beaucoup plus explicites qu'ils ne le sont aujourd'hui, plutôt que d'avoir des informations qui sont enfouies dans des CGU que personne ne lit, de les rendre beaucoup plus explicites sur ces bandeaux. Notamment dans le cas où des sites médias vont collecter des données personnelles et les remettre à des tiers, ces fameux data on border. Et là, très clairement, il sera également fondamental que ces sites médias puissent afficher de façon claire la finalité de traitement de ces données. Avec un risque, c'est que l'internaute, découvrant l'usage et la finalité de traitement de ces données personnelles, refuse que l'entreprise collecte ses propres données. Enfin, on a la question de l'utilisation de logiciels en mode SaaS qui vont héberger leurs données hors de l'Union européenne, là aussi notamment par rapport à la co-responsabilité. Alors, je vous rassure, il ne faut pas forcément tout de suite abandonner ses comptes Google Analytics. On peut penser que Google dispose de quelques juristes et d'une capacité de lobbying auprès de l'Union européenne. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un peu d'incertitude par rapport à cette dimension, et ce qui a effectivement fait l'argument aussi des solutions alternatives françaises en web analyse telles que AT Internet ou des solutions open source comme Piwik. Plus globalement, le RGPD, c'est l'opportunité pour les entreprises de s'interroger sur la question de la souveraineté de la donnée. La souveraineté de la donnée, c'est-à-dire peut-on continuer à confier autant de données à des entreprises américaines qui, par ce biais-là, vont continuer à accentuer leur monopole. Ça peut être l'opportunité de considérer des solutions alternatives, de pouvoir construire son capital data avec des solutions européennes, des solutions françaises. Deuxième problématique, c'est la question de la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, avec le RGPD, l'ambition du législateur est vraiment de changer de paradigme et que la protection des données personnelles devienne pour les entreprises une obligation aussi forte que le bien-être au travail ou que l'impact écologique de leur activité. Donc la gouvernance de la donnée doit devenir une préoccupation majeure au sein des entreprises, d'où l'intérêt d'avoir des DPO qui soient nommés pour centraliser cette information. Et enfin, il y a la question de la qualité de la donnée.
parce que constituer un capital data, l'exploiter pour l'activer sur les différents canaux, implique d'avoir des données fiables, et notamment ces fameuses données first party, Analytics et CRM, pour ensuite pouvoir profiter des opportunités offertes par des outils d'enrichissement, on appelle le principe de l'enrichissement l'onboarding, avec les sources SICON des third party data. En synthèse, par rapport à cette première partie et cette première problématique autour du RGPD, si on repose la question, est-ce que le RGPD va signer l'arrêt de mort des stratégies data-driven? Non, on va pas, ce n'est pas le retour aux campagnes display totalement génériques et sans personnalisation, mais effectivement, le RGPD va contraindre la collecte de données personnelles et notamment l'exploitation des sources de données tierces, SICON et third-party data. Mais plus globalement, alors le RGPD, c'est une perspective assez anxiogène pour les entreprises, mais il doit être aussi perçu comme une opportunité pour établir la confiance auprès des internautes qui souhaitent avoir une plus grande transparence des entreprises sur la collecte de ses propres données personnelles et pour placer la donnée au centre de ses préoccupations. On va passer à la question de la réconciliation des parcours dans la phase d'agrégation. Alors, je ne vais rien vous apprendre, je pense que ça ne surprendra personne. Aujourd'hui, les parcours web sont particulièrement complexes, aussi bien dans les interactions on et off. Par exemple, cette étude de Google avec les magasins Le Petit Bateau, 44% des clients sont allés sur le site avant leur achat en magasin, et puis l'inverse, évidemment, fonctionne, où des internautes vont en magasin pour repérer un produit et ensuite acheter sur le site. Les interactions, elles sont également extrêmement fortes au niveau cross-device, où on va switcher entre le mobile, la tablette, le desktop au cours d'un même parcours d'achat. Donc aujourd'hui, on arrive à des parcours qui ressemblent à un bretzel, d'une extrême complexité. Or, la réconciliation des parcours est un élément fondamental d'une démarche data marketing si on veut justement envoyer le bon message publicitaire à la bonne personne au bon moment. Il faut savoir si cet internaute il a visité un site, s'il a reçu un appel du call center, ou s'il a visité par exemple un comparateur ou un site partenaire. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes de réconciliation cross-device? Parce que techniquement, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais c'est un peu nécessaire pour vous expliquer. Techniquement, un internaute va avoir un cookie différent par terminal qui est utilisé. D'un point de vue analytique et d'un point de vue data, on va être face à 3 individus différents, alors que dans les faits, on est face à un même individu. Quelles sont les différentes méthodes de réconciliation disponibles? On a une première méthode, c'est la méthode déterministe, qui est basée sur une clé, adresse mail, numéro de téléphone, nom, prénom, qui permet de façon très fiable de réconcilier les parcours. Donc, l'atout de cette méthode, c'est sa fiabilité. Par contre, le principal inconvénient, c'est sa représentativité, parce qu'en fonction du site, on va être capable de réconcilier quasi à 30% de l'audience, sauf à s'appeler vente privée et à forcer la navigation en mode logué, mais ce qui est le cas de vente privée et de ses concurrents, mais pas du tout des sites e-commerce. La limite aussi de cette méthode, c'est qu'elle peut s'avérer contraignante d'un point de vue de l'expérience utilisateur si on est dans une optique de forcer la navigation, la connexion à un espace sur les différents canaux. La deuxième méthode, c'est la méthode probabiliste. Donc là, c'est une approche statistique qui consiste à détecter plusieurs signaux faibles, la géolocalisation, l'utilisation d'un device, les heures de connexion. À partir de ces signaux faibles, d'être en capacité de réconcilier et de trouver un ID unique. Donc sur le papier, c'est une méthode qui est intéressante, parce qu'elle a un potentiel de réconciliation qui est forcément plus important que les 30% de la méthode déterministe. Mais dans les faits, c'est une méthode qui est extrêmement lourde à être mise en œuvre et qui est pour l'instant extrêmement balbutiante et qui est nécessairement complémentaire de la méthode déterministe en termes de réconciliation. L'atout aussi de cette méthode probabiliste, c'est qu'elle n'est pas contraignante d'un point de vue de l'expérience utilisateur puisqu'elle ne force pas la connexion à un espace. On a une troisième solution, une troisième méthode, c'est le partage de données. Et c'est une voie qui est particulièrement prometteuse, mais là aussi, on en est vraiment au balbutiement. Le principe, c'est que les mêmes clients
d'une même solution DMP vont accepter de partager leurs données. En mutualisant leurs données, on va permettre à une entreprise de pouvoir bénéficier des données connectées par une autre entreprise de cette alliance. Un exemple, une entreprise A dispose d'un cookie anonyme. En fonction du même cookie collecté par une entreprise B associée à une navigation loguée, être capable de reconnaître l'internaute. Donc ça, c'est une voie qui est particulièrement intéressante. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens. Criteo a annoncé le lancement de son alliance Criteo Commerce Marketing. On a également des alliances qui se sont créées entre Adobe, Oracle et BlueKai. D'autres initiatives également au niveau média avec les alliances Gravity ou Skyline qui sont des alliances de sites médias, Le Figaro, Le Monde et des sites éditeurs pour partager leurs données. Donc c'est une voie qui est intéressante, qui a en plus le mérite de se constituer en alternative aux GAFA qui, eux, ont cette capacité de réconcilier de façon fiable les parcours parce qu'ils disposent d'énormément de données sur les visiteurs logués. Par exemple, Google, entre la navigation sur smartphone et sur desktop, grâce à vos connexions au compte Gmail, à les connexions à Chrome, est en capacité de réconcilier l'internaute. Mais la limite, c'est que cette information-là, elle ne sert que les propres régies Google, la régie AdWords, et elle ne sert pas aux entreprises pour être exploitée sur d'autres canaux publicitaires. Sur la réconciliation on-off, la méthode principale qui va être utilisée est la méthode déterministe. Et là également, c'est une méthode qui va être extrêmement contraignante, puisque là aussi, il va falloir favoriser la connexion loguée en ligne, donc avec la connexion automatique à un espace client, par exemple la connexion automatique pour avoir une wishlist, une liste de produits favoris, et on va pouvoir enrichir ces données grâce à l'onboarding. En magasin, il va falloir également récupérer un mail, un numéro de téléphone, un nom pour être en capacité de fusionner les données et de les réconcilier. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a le click and collect, la carte de fidélité, le ticket de caisse dématérialisé, l'utilisation des beacons ou des connexions Wi-Fi, mais pour le coup qui sont très contraignantes, puisqu'il faut avoir systématiquement que l'internaute ait sur son mobile l'application du magasin qui soit installée. Et dans le cas du beacon, le Wi-Fi, le Bluetooth activé. Donc là, on est quand même sur des éléments qui sont contraignants et qui vont s'adresser à des magasins et à des grandes enseignes. Donc là, la capacité de réconciliation, elle est limitée, elle est contraignante aussi d'un point de vue de l'utilisateur. Il y a des entreprises comme la FNAC qui arrivent très bien parce qu'ils ont la chance d'avoir une forte fidélisation avec leur carte de fidélité, mais ce n'est pas le cas de toutes les enseignes. Et donc là aussi, il est compliqué de réconcilier les parcours. Donc à la question s'il est nécessaire de réconcilier, dans une optique data marketing, si on va aller jusqu'au bout de la promesse, oui, il faut réconcilier au maximum. Et est-ce que c'est aujourd'hui possible de réconcilier 100% de ces parcours? Non, c'est quasiment impossible. Et c'est un élément qui doit être forcément pris en compte dans les démarches data marketing et de prévoir des scénarios de non-réconciliation, notamment avec des bannières génériques et des messages génériques dans les cas où on ne soit pas en capacité de réconcilier les parcours. Sur la phase d'activation, c'est la phase où on va diffuser les campagnes et les publicités personnalisées auprès des internautes. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les internautes rejettent réellement la publicité? Je peux tout de suite vous répondre que oui, ils rejettent l'intrusion dans leur vie privée. Il y a plusieurs études qui le montrent de façon très claire. Le développement des adblocks, le fait que les internautes français sont préoccupés par des quantités d'informations que les entreprises détiennent sur leur compte, et que le fait que ces internautes redoutent que ces données soient utilisées à des fins malveillantes. Et cette crainte, elle peut être totalement fondée parce que la semaine dernière, une étude américaine de l'Université de Washington a été sortie et a montré qu'il était tout à fait possible, grâce à une publicité ciblée, de pouvoir espionner un individu. Alors comment? Il suffit de récupérer un identifiant publicitaire unique, appelé MAID, installé sur chaque smartphone. Alors, on peut le récupérer notamment si cet individu se connecte au réseau Wi-Fi d'une entreprise ou d'un magasin. Et à partir de là, il suffit de lancer une campagne publicitaire sur un réseau DSP. Et à chaque fois, sur une zone géographique délimitée, à chaque fois que cet internaute sera exposé
à la publicité, à la bannière, sans forcément cliquer dessus, on sera en capacité de retracer son parcours géographique. Donc oui, les craintes sont fondées. Aujourd'hui, la publicité utilisée de façon malveillante, alors là, évidemment, on n'est pas du tout dans les clous par rapport au RGPD, peut porter atteinte au respect de la vie privée. Après, la publicité reste quand même tolérée parce que les internautes sont aussi conscients que la publicité est au cœur du modèle économique d'Internet. Les internautes ne sont pas forcément prêts pour acheter, pour s'abonner sur des sites médias et prendre des abonnements pour consulter les contenus. Donc la publicité, elle peut être tolérée si elle apporte une valeur ajoutée. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu de bon sens. Si on apporte de la valeur ajoutée par rapport au premier message publicitaire, de la pertinence et aussi de la personnalisation sans forcément être dans le sentiment d'intrusion, parce que quand on est dans le sentiment d'intrusion, c'est quand l'internaute ne comprend pas dans quelle mesure il a été exposé à une publicité ciblée, de quelle façon la donnée a été collectée. Donc on en revient toujours à cette question fondamentale de la transparence et du consentement sur les données personnelles qui sont utilisées. Alors par rapport à ces craintes et à cette défiance des internautes, on a des acteurs qui se positionnent sur le créneau du respect de la vie privée. Donc on l'a vu avec Quant, qui est un moteur de recherche ne collectant pas de données personnelles de navigation. Et puis on a également Apple, au mois de septembre de cette année, qui a annoncé que son nouveau navigateur, Safari 11, allait faire la chasse aux cookies. C'est-à-dire que les cookies de retargeting allaient être automatiquement supprimés au bout de 24 heures si l'internaute ne s'est pas rendu sur un site web. Et les cookies first party, les données analytics également seront automatiquement supprimées si l'internaute ne s'est pas rendu sur le site dans un espace de 30 jours. Donc forcément, branle-bas de combat dans l'industrie publicitaire, l'IAB a fortement réagi. Alors on peut supposer que la motivation d'Apple ne soit pas uniquement philanthropique, mais que c'est aussi un moyen pour Apple de faire pression sur ses chers Google et Facebook, ses chers amis Google et Facebook. Mais en tout cas, ça a un impact évident sur la performance des stratégies data marketing. Aujourd'hui, Safari, la part de marché aux dernières études était de 20% en France. Avec le développement potentiel des produits Apple et l'installation de plus en plus grande de Safari, l'impact pourrait être encore plus fort au niveau des démarches data marketing. Donc aujourd'hui, l'industrie publicitaire est tout à fait consciente des dérives en termes de pratiques et a décidé de créer les principaux acteurs, les régies, Google, Facebook, Criteo, les principaux annonceurs, les principaux éditeurs ou associations, se fédèrent au sein d'une coalition, d'une association qui s'appelle Coalition for Better Ads, qui a pour objectif de standardiser les pratiques publicitaires et de bannir aussi les formats intrusifs qui sont ici présentés. Alors Google va aussi dans cette logique-là de pénaliser les sites qui vont nuire à l'expérience client, puisqu'il le pénalise déjà en référencement naturel, les sites et notamment mobiles qui vont utiliser des interstitiels qui nous énervent tous en termes de navigation. Donc en termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut retenir ? La première bonne pratique, c'est la question de la transparence et du consentement. C'est vraiment la pratique fondamentale. Et le RGPD va inciter les entreprises à être beaucoup plus claires sur la collecte des données, leur utilisation et leur finalité de traitement. Deuxième élément, c'est l'utilisation de formats publicitaires non intrusifs. Tout simplement, et de respecter les critères et les recommandations de Coalition for Better Ads. Troisième composante, c'est d'avoir des messages personnalisés et gagnant-gagnant. Je le dis, c'est quand même un peu de bon sens, mais il faut que la publicité apporte une valeur ajoutée et ne soit pas la répétition du premier message publicitaire auquel un internaute a été exposé. S'il allait sur un site et qu'il n'a pas converti, on peut le recibler une première fois avec une campagne de remarketing. Au bout de la deuxième exposition, lui donner un code promo si on a identifié que c'était un visiteur à potentiel. Donc là, on en revient encore une fois aux bases du bon sens, à mon avis, par rapport aux pratiques publicitaires, de proposer des codes promo, des services additionnels, le téléchargement d'un document à valeur ajoutée tel qu'un livre blanc, une étude de cas dans le cas de démarches B2B d'inbound marketing. Quatrième critère, c'est la question de la maîtrise de l'exposition publicitaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si l'internaute n'a pas
converti sur un site, il faut éviter de le relancer parce que ça peut vraiment donner l'image de mort de faim et contribuer à donner une image négative de l'annonceur. Et c'est là où une DMP peut être très utile, puisque justement, elle va être en capacité d'identifier ces comportements-là, d'identifier les historiques et pouvoir rationaliser l'exposition publicitaire en fonction du comportement de l'internaute. Donc on voit bien que le problème n'est pas l'outil en tant que tel, c'est avant tout l'usage évidemment que l'on en fait, qui est important pour que la démarche publicitaire s'inscrive dans la durée par rapport aux pratiques et aux ressentis des internautes sur les messages publicitaires. Donc si on revient à la question de départ, oui, les internautes rejettent les publicités qui sont intrusives, dont ils ne comprennent pas le mécanisme de collecte des données personnelles, mais ils acceptent la publicité personnalisée quand celle-ci apporte une valeur ajoutée. On arrive à l'étape de la mesure. En tant qu'annonceur, c'est quand même fondamental de pouvoir mesurer le ROI de ses investissements, d'être capable de dire que l'euro qui a été placé sur un canal a représenté tel chiffre d'affaires. À partir de là, tout décideur comprend très bien ce langage et est en capacité de prendre des décisions. En termes d'analyse et de mesure de la performance, on va parler d'attribution. Alors qu'est-ce que l'attribution ? La pratique historique en termes analytiques, ça consistait à donner les bénéfices d'un achat à la dernière source de trafic qui a participé, qui a incité l'internaute derrière à faire la commande. C'est ce qu'on appelle la pratique du last click. Or, on l'a vu, les parcours d'achat sont extrêmement complexes. Et si on considère que seul le dernier canal doit avoir 100% des parts du gâteau, on va pas du tout considérer en amont les leviers qui ont joué pourtant un rôle décisif dans le cycle d'achat, et donc, in fine, prendre les mauvaises décisions en décidant de surinvestir sur des leviers qu'on appelle de closing, positionnés en fin de processus, par rapport aux leviers positionnés le plus en amont. Donc le principe de l'attribution, c'est de répartir le bénéfice d'une conversion à toutes les sources de trafic qui ont contribué à une conversion. Donc on a plusieurs modèles. On a des modèles a priori, c'est-à-dire que dans les outils d'attribution, alors on a les outils comme Google Analytics en version gratuite qui proposent des modèles d'attribution. On a un outil dédié sur sa suite payante qui s'appelle Google Analytics 360. On a également des solutions françaises comme Commanders Act, Xstack Commander qui propose des modules d'attribution. Donc on va pouvoir paramétrer des modèles linéaires, c'est-à-dire que là, on ne s'embête pas trop, on va répartir automatiquement. S'il y a eu 5 canaux qui ont participé à une conversion, on prend la valeur du panier et on la divise par 5. On a des modèles en U, on va plutôt récompenser les leviers amont des leviers de closing et puis des modèles linéaires. On a également des modèles algorithmiques, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas, ils ne sont pas basés sur un paramétrage a priori, mais l'algorithme auto-apprenant va décider de la répartition des bénéfices, du bénéfice d'une conversion entre les différentes sources de trafic en fonction également du comportement de l'internaute en termes de rebond, en termes de navigation sur le site. Donc le principe de l'attribution est sur le papier extrêmement intéressant. L'objectif, c'est de récompenser non pas la personne qui a marqué le panier, mais c'est aussi de considérer qu'à la base, il y a aussi le meneur de jeu qui a peut-être provoqué un décalage et réussi à démarquer la personne qui va derrière marquer le panier. C'est la même logique dans les parcours d'achat. Sauf qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'on est en incapacité d'analyser et de reconstituer l'ensemble des parcours par rapport notamment au cross-device et par rapport aux interactions on-off. Donc si on utilise son outil d'attribution avec des modèles d'attribution qui ont été paramétrés et qu'on ne tient pas en compte la capacité de non-réconciliation de ces modèles, on prend des risques en termes d'interprétation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est un outil qui va être positionné en amont des cycles d'achat, c'est-à-dire que l'internaute va, par exemple, dans le métro, dans le train, réfléchir à ses prochaines vacances et va faire quelques recherches sur Google ou être éventuellement exposé à une publicité sur Facebook et consommer du contenu. Par contre, la conversion, aujourd'hui, elle se fait majoritairement
sur desktop parce que les internautes n'ont pas encore suffisamment confiance dans la conversion mobile. Et il y a une étude qui est sortie hier qui le démontre encore, comme quoi les internautes français ne sont pas encore prêts. Il y a vraiment des disparités en fonction des pays. En Chine, la part de transactions qui sont faites sur mobile est beaucoup plus importante, quand en France, elle est à 26% aujourd'hui. Donc du coup, si par rapport à ce comportement-là, si on ne prend pas en compte et si on n'est pas en capacité de réconcilier la totalité du parcours, on risque de sous-évaluer l'impact des leviers positionnés sur mobile en amont du cycle d'achat et survaloriser les leviers de closing. Donc j'ai envie de dire, on se retrouve en mode last click. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu avancé dans l'attribution, mais quelque part, on prend le risque d'une mauvaise interprétation. Donc là aussi, il faut faire extrêmement attention aux analyses d'attribution et aux rêves qu'on vous vend avec, parce que on peut continuer à prendre de mauvaises décisions si on est en incapacité de réconcilier les parcours cross-device. Alors la méthodologie à adopter, déjà la première chose, c'est d'évaluer l'impact du cross-device et du cross-canal dans les parcours clients, ce que le monde du marketing appelle pompeusement le customer journey, parce qu'on a des parcours qui sont plus ou moins complexes, déjà en fonction de la cible. Ce qu'on observe, c'est qu'en B2B, les parcours sont souvent beaucoup plus simples et sont majoritairement effectués sur desktop, alors qu'en B2C, on peut avoir beaucoup plus d'interactions cross-device. Et puis il y a la question du montant du panier. C'est extrêmement simple. Plus l'achat est élevé, plus on va prendre le temps de réfléchir, d'en parler avec son conjoint, d'avoir donc du coup énormément d'interactions entre le mobile, la tablette et l'ordinateur. Donc, en fonction de cette évaluation de l'impact cross-device et cross-canal, on doit déjà avoir un premier critère pour évaluer la fiabilité des données d'attribution. Ensuite, on peut mettre en place des mécaniques de réconciliation, mais comme on l'a vu, malheureusement, on ne sera pas toujours en capacité de réconcilier un maximum de parcours et pas suffisamment de façon représentative. Au mieux, 30% avec la méthode déterministe, sachant que pour l'instant, les autres méthodes probabilistes et de partage de données sont pour l'instant balbutiantes. Une solution qui est possible, mais qui vont plutôt s'adresser aux grandes marques, c'est d'organiser des études qualitatives sur un panel, sur une période donnée, pour analyser les parcours d'achat, on-off, les interactions cross-device. Mais encore une fois, là, on s'adresse à plutôt des entreprises et à des sites e-commerce d'envergure. Donc, par rapport à ça, si on a un impact cross-device important, qu'on n'est pas en capacité de réconcilier, qu'on ne peut pas mener des études, ce qui est la majorité des cas, mon conseil, c'est de ne pas prendre pour argent comptant les modèles d'attribution qui sont paramétrés et d'analyser spécifiquement les conversions, les parcours mobiles et d'intégrer des indicateurs d'engagement. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'une campagne display, certes, ne génère pas de conversion, mais génère des visites sur le site, que le taux de rebond est bas, faire attention, on peut considérer qu'en soi, la campagne joue son rôle et ne doit pas forcément être ignorée des cycles d'achat et du mix média. Donc, est-ce qu'il faut croire à l'attribution marketing ? Oui, mais très attention. Là, c'est une réponse un peu à la Macron, hein. Et en même temps, faire très attention parce que, en fonction de l'impact cross-device, les données seront potentiellement fausses. Donc, le Graal du marketeur qui est d'être en capacité de dire 1 euro investi égale tel euro de chiffre d'affaires, malheureusement, ne peut pas encore être atteint. Dernière partie sur la question des stratégies, sur la question de la méthodologie. On l'a vu au travers de l'article du Journal du Net. Si les projets DMP se sont avérés des échecs, c'est souvent parce qu'on ne s'est pas posé en amont les bonnes questions. La première question, c'est évidemment la question de l'objectif. Si quelque part mes campagnes d'acquisition aujourd'hui sont rentables en termes de retour sur investissement, sont plus faibles que mes objectifs de coût d'acquisition, est-ce que ça vaut le coup d'aller forcément dans une démarche data marketing ? Alors oui, évidemment, on pourra peut-être encore les réduire. S'ils sont au-dessus d'un objectif de coût d'acquisition, là, l'enjeu peut être beaucoup plus important. Il y a la question, effectivement, d'être en capacité de mesurer et de
pouvoir identifier des objectifs de retour sur investissement extrêmement importants. Autre élément, c'est l'identification des cas d'usage. Les cas d'usage, c'est les cas que j'ai cités en introduction, la personnalisation des bannières, la personnalisation de son site, l'envoi de SMS, l'activation cross-canal via, par exemple, un call center. Donc là aussi, c'est une étape clé d'être en capacité d'identifier ces différents cas d'usage. Deuxième élément, mes données disponibles. Est-ce que j'ai suffisamment de données ? Notamment first party. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont en quantité suffisante? Si on n'a pas de données first party en quantité suffisante, on va prendre le risque de créer des segments d'audience de 10 personnes. Si après avoir appliqué 3 critères de segmentation, on arrive sur des populations extrêmement faibles, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place des démarches data marketing? Pas du tout. Donc il est fondamental d'avoir notamment des données first party riches et fiables. Je rappelle, les données analytiques et des données CRM, parce que moins on aura ces données-là, plus on sera obligé d'aller chercher des données second et third party, avec des risques de pouvoir réconcilier seulement 20 à 30%, ce qui est déjà un taux extrêmement important de réconciliation avec les cookies qu'on a collectés sur ses propres outils analytics. Donc là, du coup, la question de la donnée disponible, c'est forcément plutôt une problématique de grand compte, mais on peut être aussi une start-up, une petite entreprise et avoir une audience extrêmement importante. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément les grands groupes qui peuvent déployer ce type de stratégie par rapport à la question de la donnée. Après, effectivement, on a la question budgétaire. Les projets DMP peuvent coûter très cher, mais il y a aujourd'hui des solutions qui émergent où on peut commencer à avoir une démarche data marketing DMP avec des solutions dont l'abonnement est de 1 000 € par mois, donc qui permettent déjà de pouvoir tester le modèle avant de le déployer de façon plus importante. On a la question de l'organisation qui est un élément clé parce qu'un projet DMP, c'est un projet qui est structurant dans l'entreprise parce qu'il a pour objectif de désiloter des données, excusez-moi le terme, qui sont par définition réparties dans plusieurs sources de données au sein de l'entreprise. Donc il va falloir faire parler plusieurs services entre eux. Et ça implique que ce soit un projet qui soit sponsorisé, motivé, organisé par une direction générale, parce qu'elle peut mettre aussi en évidence et en perspective des problèmes organisationnels. En termes de méthodologie, plus que jamais, alors on parle beaucoup des démarches agiles dans le développement de sites, dans le développement informatique, mais les projets data marketing méritent vraiment l'utilisation de démarches agiles par rapport aux nombreuses incertitudes qui pèsent sur le projet. On a des incertitudes techniques sur la capacité de réconciliation, des incertitudes sur la qualité de la donnée, des incertitudes très claires sur le ROI potentiel, sur la capacité de segmentation de l'audience. Donc il est vraiment préférable de faire des POC sur un premier cas d'usage, de tester, de mesurer le ROI et éventuellement d'abandonner. Ça ne sert à rien de vouloir la Rolex tout de suite. Il vaut mieux commencer par la Swatch et ensuite progresser de façon itérative. Et c'est toute la pertinence des démarches agiles dans le déploiement d'approches data marketing. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives au DMP? Alors, oui, il y a des mécaniques qui permettent de personnaliser ces actions et ces campagnes sans forcément faire appel au DMP. La personnalisation d'un site avec des outils d'A/B testing comme A/B Testy, on peut personnaliser une page d'accueil en fonction d'un historique d'achat, en fonction du comportement de l'internaute, si c'est un nouveau visiteur ou si c'est un visiteur connu, en fonction également de sa géolocalisation. Donc c'est un premier pas vers la personnalisation, par exemple, de son site. Google et Facebook permettent également d'inclure ou d'exclure ses clients de ces campagnes marketing via les fonctionnalités Customer Match, RLSA de Google ou Customer Audience de Facebook. Donc ça, c'est des démarches qui sont déjà intéressantes parce qu'on tend vers une logique de personnalisation qui sont très peu coûteuses, mais par contre qui ont comme limite, c'est d'être encore dans un fonctionnement un peu en silo, puisque si on exclut ces clients de ces campagnes AdWords ou Facebook, on ne va pas forcément les exclure des autres canaux publicitaires et donc potentiellement les relancer. Mais c'est un premier pas qui peut permettre de tester le modèle et la pertinence et son efficacité en termes de ROI. Donc sur cette section, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport
au type de stratégie. Alors non, les projets DMP, jusqu'à maintenant plutôt, les projets DMP étaient plutôt accessibles, enfin plutôt menés par des grandes entreprises, notamment pour des questions de budget. Mais aujourd'hui, on peut quand même lancer des actions et des campagnes DMP avec des budgets beaucoup plus faibles. Donc c'est une pratique qui va potentiellement se démocratiser. L'important, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, c'est vraiment d'adopter des démarches agiles pour éviter justement l'effet tunnel d'une démarche plus globale qui peut conduire et qui peut nécessiter des investissements massifs pour un ROI extrêmement incertain. Alors j'en arrive à la conclusion et puis je vous laisserai poser des questions si vous en avez. En synthèse, si on reprend la plupart des questions qui ont été exposées, non, le RGPD ne va pas signer l'arrêt de mort, heureusement, des stratégies data-driven, mais il risque de les contraindre. Mais j'ai envie de dire, c'est dans l'intérêt de tout le monde, notamment pour contraindre les annonceurs à être beaucoup plus transparents et explicites sur la collecte des données personnelles, parce que c'est ce que les internautes demandent et c'est ce que leur comportement démontre, notamment par le développement et de l'installation des adblocks et par les nombreuses études qui montrent cette défiance. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'une DMP, d'une démarche data marketing, une capacité de réconcilier 100% de ses parcours. Il y a encore aujourd'hui énormément de problèmes techniques. Alors, la technologie va sans doute progresser, mais cet enjeu d'agrégation va devenir de plus en plus important parce qu'il y a des nouvelles sources de données qui arrivent avec les objets connectés. Et que là aussi, la quête du Graal de reconstituer l'ensemble du parcours va devenir de plus en plus complexe. Donc, il faut faire attention au discours un peu de rêve de certains éditeurs DMP. Aujourd'hui, il faut être conscient de ces limites-là et prévoir les scénarios d'activation générique en cas de non-réconciliation. Sur la partie d'activation, sur la partie des messages publicitaires, l'objectif, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire attention aux démarches qui sont considérées comme trop intrusives, de proposer des publicités qui soient le plus personnalisées possible, qui apportent de la valeur ajoutée. Et quelque part, le RGPD est encore une fois une bonne opportunité pour respecter la volonté et le respect à la vie privée des internautes. Sur la question de la mesure, l'attribution, oui, reste une meilleure méthode que l'approche last click. Sur l'analyse des parcours desktop, faire très attention dans les parcours cross-device et l'impact du mobile, parce que sinon on peut prendre de mauvaises décisions et se retrouver quelque part aux limites qui étaient celles du modèle last click. Et enfin, la dernière question sur les grands groupes ou les petites structures. Je viens de le dire, les petites structures peuvent également aujourd'hui déployer des stratégies data marketing, mais il est fondamental de faire appel à des démarches agiles. Alors, avant de répondre à vos questions, si vous avez envie d'en savoir plus, parce que le sujet est technique, la conférence un peu dense, j'en ai conscience, vous pouvez télécharger notre livre blanc qui est en ligne sur le site, où vous aurez un peu plus d'exemples de cas d'usage et également de témoignages d'experts, d'entreprises françaises spécialisées dans la partie dans la dimension data marketing, Squadata, solution DMP lyonnaise, AB-Testy, solution d'AB testing, Commanders Act, une solution DMP et d'attribution également française, CELOG qui est un acteur spécialisé sur des problématiques juridiques, et puis enfin Datadome qui est une solution de gestion de trafic des bots qui est un impact, alors je ne l'ai pas abordé au cours de cette conférence, mais qui est un élément aussi à prendre en compte pour la fiabilité de ces données analytics. J'espère avoir été clair, didactique sur un sujet qui n'est pas forcément très évident. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour votre presse. Elle est très claire, très concise, très aboutie. Je vous le dis d'autant plus que je viens de chez Criteo. Aujourd'hui, je suis manager pour un intégrateur de solutions e-commerce. Donc, on travaille plutôt en B2B. J'utilise un CRM qui s'appelle Salesforce, pour ne pas le nommer,
où j'ai des données clients, des données d'achat, des données de prospects, etc. Qu'on interface nativement à un outil de communication online, qui est une plateforme de routage, où derrière, je fais des campagnes d'emailing plutôt segmentées, avec des campagnes de trigger, etc. Et derrière, on met en place des actions commerciales. Soit on fait du nurturing sur des comptes, soit on fait des appels en direct pour qualifier les leads. Ma question, elle est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vu que j'ai un CRM plutôt abouti, j'ai une nécessité de mettre en place une DMP? Si oui, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Aujourd'hui, vous... C'était clair? Juste, vous pouvez redonner les exemples d'activation que vous faites comme... Alors, mon CRM est nativement plugué en fait avec une plateforme de routage d'emailing. Donc, derrière mes mails, je segmente en fait mes campagnes d'emailing en fonction de données d'achat, de données clients, de données de prospects. Et en fonction des ouvertures, des taux de clics, etc., derrière, je mets en place des actions commerciales. Je fais du nurturing sur des comptes, soit si mon prospect ou mon client a cliqué sur un des produits qui figurent dans l'email, bah derrière, j'ai des actions de rappel téléphonique, etc. Ça, c'est des infos que j'ai. Vous êtes B2B, B2C? B2B, oui. Parce qu'en fait, les démarches data marketing là, que j'ai décrites, elles sont très orientées B2C. Et j'ai envie de dire, l'intérêt d'une DMP pourrait être dans la collecte et l'exploitation de sources de données Sequand ou third party data. Et dans votre cas, qui ne me semble pas nécessaire. Parce que si, encore une fois, on a beaucoup d'opportunités déjà intéressantes, ne serait-ce que dans le fait de réconcilier un CRM avec l'analytics et avec les différents canaux d'exploitation. Donc, si votre principal canal d'activation, c'est aujourd'hui l'emailing, je ne vois pas forcément d'intérêt supplémentaire à une DMP. Je dirais que l'intérêt, il pourrait être si vous utilisiez, c'est dans le cadre de campagnes médias, parce que c'est quand même aujourd'hui un des principaux usages d'une DMP, et puis aussi dans l'enrichissement de vos données par des données, des sources de données Sequand, des third party data. On a mis en place GetPlus sur le site pour traquer un peu les visiteurs. J'arrive pas à les implémenter difficilement. Donc ça pourrait être... GetPlus, c'est une solution qui permet de récupérer les adresses IP. Oui, c'est ça. Connaître les visiteurs sur le site. On n'a pas beaucoup de visites. C'est un site en B2B, donc on a 20 000 visites. C'est pas bien. Et après, voilà, il y a la question effectivement du volumétrie de données aussi. Parce que là, le problème, c'est que quand on est sur des volumes qui sont faibles, on va investir sur une DMP, on va créer des segments et se rendre compte au final qu'on va adresser une population de 10 personnes. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant sur un produit pour au final adresser une population que de 10 personnes? Donc c'est difficile de vous répondre comme ça. Ça mériterait de s'y pencher un peu plus attentivement. Et pourquoi pas envisager une POC sur un cas d'usage. Mais pour moi, une DMP en B2B est moins justifiée qu'en B2C.